Et du coup, enfin, je veux dire, c'est même si on s'était retrouvés tous les deux, j'aurais été bien content de travailler dessus de toute façon. Et puis, alors par ailleurs, c'est mal tombé à cause du match, mais c'est bien tombé si on peut dire, parce qu'il y a eu un regain d'actualité sur l'obsolescence programmée hier, parce qu'une association qui milite contre la pratique, qui s'appelle HOP, Halte à l'obsolescence programmée, a présenté hier un rapport sur les collants, qui seraient eux aussi victimes d'obsolescence programmée, et du coup le sujet a à nouveau été pas mal médiatisé, en tout cas sur France Info ils en ont parlé, il y a eu un article dans l'Express. Et par ailleurs il y avait deux autres éléments qui permettaient de raccrocher le sujet à l'actualité. C'est d'abord la présentation le mois dernier d'une feuille de route sur l'économie circulaire par le gouvernement, et si on s'en tient au dossier de presse présenté à l'occasion, il s'agit entre autres de lutter contre l'obsolescence programmée. Et puis il y a quelques mois, il y a deux plaintes qui pour la première fois ont été déposées en France sur ce motif, et cela en application d'une loi qui a été adoptée en 2015. Parce qu'avant cette loi, vous pouviez évidemment attaquer un industriel pour tromperie, mais il n'y avait pas de délit précisément d'obsolescence programmée. Et donc depuis 2015, il y a une définition officielle que je vais vous donner. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc il y a un point qui me semble intéressant et important à souligner dans cette définition, c'est l'idée d'une volonté délibérée de réduire la durée de vie des produits. Et en cela, l'obsolescence programmée se distingue d'une obsolescence par exemple de type psychologique dans laquelle on pourrait inscrire les phénomènes de mode. Parce que le fait est que les phénomènes de mode sont en grande partie suscités délibérément par ceux qui vous proposent tel ou tel vêtement. Mais donc l'obsolescence programmée, au sens le plus strict tel qu'on l'entend aujourd'hui, ça renvoie plutôt à un sabotage. Et alors c'est possible que parmi vous, certains pensent avoir été déjà victimes du phénomène, parce que selon les sondages, 75 à 90% de nos compatriotes considèrent que la pratique est effectivement mise à l'œuvre. Donc ce que je vous propose, c'est de passer en revue, pardon. Ah bah justement, c'est le premier exemple que j'allais citer, parce que ce que je vous propose en fait, c'est de passer en revue quelques cas d'école, en essayant à chaque fois de dégager quelques idées avant de parler de considérations plus générales. Et donc effectivement, Apple il fait l'objet d'une plainte qui a été déposée en décembre. Et alors, ce qui a suscité le dépôt de la plainte, c'est un scandale autour des batteries et de la gestion qui en était faite par Apple. Alors ça, il faut savoir qu'une batterie, ça s'use. Pour le moment, on ne sait pas faire autrement. Donc au bout d'un certain temps, elle va perdre de sa capacité jusqu'à devenir carrément inutilisable au bout d'un certain nombre de temps. Mais dans le cas des iPhones, quand la batterie n'était plus assez puissante, vous aviez l'appareil qui s'éteignait. Du coup, Apple a déployé un correctif qui, en jouant sur la réduction de la vitesse du processeur, donc des performances du téléphone, permettait de continuer à l'utiliser. Le problème, c'est qu'ils ont fait ça sans communiquer dessus, plus ou moins en douce, et quand ça a été découvert, ça a été interprété comme un sabotage, alors que dans le cas présent, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que dans un cas, vous avez un téléphone inutilisable, dans un autre, vous en avez un qui fonctionne moins vite que le téléphone que vous aviez acheté à l'origine, mais qui continue quand même à fonctionner. Donc entre les deux, à mon avis, dans une optique obsolescence programmée, ce qu'a fait Apple, c'est plutôt un mieux. Et par ailleurs, même dans une optique écolo, si vous n'avez pas besoin de toute la puissance de votre téléphone, vous évitez de changer la batterie, c'est pas plus mal, parce qu'une batterie, c'est paraît-il assez coûteux à faire en termes de nuisance pour l'environnement. Mais il y a un autre reproche plus général qui est fait à Apple, c'est de déployer des mises à jour de ces téléphones dans le but de ralentir les anciens. Et alors, il y a une preuve qui est souvent donnée pour prouver le phénomène, c'est qu'au moment où, dans la foulée de la présentation d'un nouvel iPhone, on remarque qu'il y a une recrudescence des recherches sur Internet pour les expressions du genre iPhone lent. Parce qu'on trouve les statistiques sur Google. Et donc, ce constat-là, on peut l'expliquer de deux façons. On peut dire que simplement, vous avez des consommateurs un peu frustrés qui, au moment où ils présentent un nouvel appareil, aimeraient bien l'acheter et, à défaut, sont d'autant plus tentés de trouver le leur un peu lent et se demandent comment ils peuvent arranger ça. L'autre interprétation qui est donnée, c'est celle du complot d'Apple pour vraiment ralentir ses téléphones. Alors, le cas échéant, déjà, il faudrait remarquer que Apple, en fait, n'est pas vraiment le seul à agir de cette façon, mais se distingue en ce sens-là que Apple, il propose à la fois le matériel et le logiciel. C'est-à-dire que sur un iPhone tourne un système d'exploitation conçu par Apple également. C'est à la fois la force et la faiblesse d'Apple, c'est-à-dire qu'eux, ils proposent une intégration très poussée entre matériel et logiciel,
mais en contrepartie c'est un système beaucoup plus fermé. Donc ça a des avantages, des inconvénients, et il y a les deux écoles. Moi je suis plutôt de l'école système ouvert, mais ça veut dire aussi souvent être un peu plus vulgaire, etc. Or, en fait, ceux qui sont des éditeurs de logiciels indépendants, eux aussi ils optimisent leur logiciel en fonction du matériel récent. Et alors on pourrait dire ouais, c'est des grosses boîtes, elles sont de mèche avec les gros constructeurs. Mais en même temps, en fait, même les éditeurs de sites internet, ils ont tendance à utiliser de plus en plus de ressources machines dans leur propre développement. Donc ça, en fait, ça me semble être cette façon de développer les choses en fonction du matériel récent. En fait, j'ai tendance à penser que c'est une règle générale du fonctionnement de l'industrie informatique, et peut-être même que c'est dans la nature de l'informatique elle-même, étant donné qu'on a même présenté ça sous forme de loi. C'est des lois empiriques, mais il existe la loi de Moore, qui est le constat d'une augmentation exponentielle de la puissance des ordinateurs, et il y a une autre loi qui en est le corollaire, qui constate que les logiciels ont tendance à être développés en conséquence. Au lieu de les optimiser pour utiliser un minimum de ressources, en pratique ce qui se passe, c'est qu'on profite de la puissance disponible à un moment donné. Et ça, on appelle ça la loi de Wirtz. Je ne sais pas exactement comment on prononce ça. Et une question que je voudrais vous poser aussi, c'est quel est l'intérêt d'Apple dans cette affaire? Est-ce que son intérêt, c'est forcément de... en quelque sorte ralentir, saboter ses anciens appareils? Ça me semble pas complètement évident. Ça me semble évident que son intérêt c'est de rendre le plus attractif possible la nouveauté, mais étant donné qu'il a un positionnement premium, la possibilité pour les possesseurs d'un ancien iPhone de le revendre à un bon prix doit quand même avoir une certaine incidence sur leur choix ou pas d'acheter le nouveau. Donc c'est pas dit qu'ils aient forcément intérêt à rendre inutilisable l'ancien appareil. Moi j'aurais tout tendance à penser que c'est simplement la logique de l'informatique qui veut qu'à chaque fois on optimise en fonction du matériel récent. Et d'une certaine façon, en fait, c'est simplement un constat qu'on n'arrête pas le progrès technique seulement, mais un constat qui était même partagé par Maurras, je le dis en passant, puisqu'on est dans un cercle d'AF, je vous sors quand même la petite citation qui va bien. Parce que selon Maurras, donc l'homme ne peut rien laisser sur place. Il lui faut défaire et refaire, décomposer pour recomposer, et ainsi de suite. Hein. Et en fait, Maurras disait que l'homme était un animal industrieux et que ça pouvait être en quelque sorte sa première définition. Pour le compte rendu officiel, je vais pouvoir retrouver la citation complète. C'est mis en ligne sur le site maurras.net. Donc voilà pour le premier exemple qui, à mon avis, en fait, permet d'illustrer la singularité de l'industrie informatique qui, par rapport au sujet de l'obsolescence programmée, est vraiment un cas à part à cause de la relation entre logiciel et matériel. L'autre plainte qui a été déposée, elle a été contre des constructeurs d'imprimantes, dont Epson, qui a été le plus médiatisé dans cette affaire. Et il y a deux reproches qui sont faits à Epson. C'est d'une part de programmer la panne de ces imprimantes, et d'autre part d'empêcher les acheteurs de ces cartouches d'utiliser toute l'encre disponible. Alors pour ce qui est de la panne, tout est lié à la controverse autour d'une pièce qui est une sorte de consommable qu'on appelle le tampon absorbeur. Alors, je ne pourrais pas vous faire un descriptif très détaillé du fonctionnement d'une imprimante jet d'encre. En gros, à chaque fois que vous imprimez, il faut récupérer une partie de l'encre qui sinon se retrouvait dans l'imprimante, un peu n'importe où, ou au pire sur votre bureau. Donc ce tampon est censé absorber le trop-plein d'encre. Puis au bout d'un certain moment, vous avez un message qui apparaît sur l'écran de votre ordinateur quand vous tentez d'utiliser l'imprimante et qui vous dit passage au SAV nécessaire, et je ne suis même pas sûr qu'il y ait un détail qui vous dise tampon absorbeur à changer. Or, des bricoleurs sont amusés à développer des pilotes pirates et constatent qu'on peut continuer à utiliser l'imprimante avec un pilote pirate. Donc une conclusion envisageable, c'est qu'en fait c'est pas vrai, le tampon absorbeur marche très bien et c'est simplement fait pour nous faire changer d'imprimante. Alors il y a plusieurs mais. Déjà, je ne sais pas si c'est vrai, mais Epson prétend changer gratuitement le tampon absorbeur. Donc ce serait intéressant de quand même aller voir dans quelle mesure il le fait ou pas. Et ensuite, en fait, la possibilité de continuer à utiliser l'imprimante va en partie dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Parce que c'est vrai que pour un usage très, très modéré, apparemment, si je m'en tiens aux témoignages qui sont donnés ici ou là, ça pose pas de souci. Mais j'ai aussi trouvé le témoignage de quelqu'un qui semblait être un réparateur d'imprimante qui s'exprimait sur un forum de Linuxien et il disait qu'il avait dépanné quelqu'un dont l'imprimante avait des soucis. Et quelques mois auparavant, cette personne avait utilisé un pilote pirate pour continuer à utiliser le tampon absorbeur prétendument usagé. Et du coup, il s'était retrouvé avec une imprimante dégueulasse où il y avait plein d'encre dedans et il a passé quelques heures à la nettoyer.
Et donc dans le cas présent, si c'était pour un copain, bon bah c'est juste quelqu'un qui a passé du temps à faire le truc. Mais si vraiment vous aviez fait appel à un dépanneur, le fait est que si vous aviez changé le truc 6 mois auparavant, ça vous aurait vraisemblablement coûté moins cher, étant donné qu'il y aurait juste eu à changer la pièce et pas à payer des heures de nettoyage. Donc dans le cas présent, on peut se demander si c'est de la maintenance préventive ou de l'obsolescence programmée. Sachant que le problème en fait tient en partie au fait que, à mon avis, sur du matériel à 50 euros, comment dirais-je, tout ce qui permet d'évaluer avec précision l'utilisation qui est faite de l'imprimante, ça doit être assez grossier quand même. Et puis il y a le problème de savoir quel usage va en être fait, parce que par exemple si l'encre sèche dans ce tampon, ça permet d'utiliser à nouveau. Mais s'il est tout plein et que au moment où l'imprimante détecte qu'il est tout plein, l'utilisateur a l'intention d'imprimer 5 ou 6 pages de photos bien denses, peut-être que là ça posera un problème, alors que s'il a simplement l'intention d'imprimer quelques lettres dans les 3 mois qui viennent, là ce ne sera pas du tout gênant. Donc là aussi je pense que le procès n'est pas si simple à faire. Et ce qui va être très intéressant, c'est de mettre en rapport cet aspect-là avec l'autre reproche qui est fait à Epson, parce qu'on lui reproche de ne pas permettre que toute l'encre présente dans ses cartouches soit utilisée. Ce qui là aussi semble incontesté. De toute façon, tout le monde admet que si les têtes d'impression sont utilisées sans qu'il reste d'encre dans les cartouches, ça les endommage. Sauf que là aussi, d'après certains témoignages, il en reste vraiment beaucoup. Alors, moi j'ai tendance à penser que c'est aussi le système de mesure qui doit être assez foireux. Mais ce que certains pensent, c'est qu'en fait c'est fait exprès pour nous faire acheter plus d'encre. Sauf que moi je me mets à la place de celui qui veut me faire acheter plus d'encre, et plutôt que d'empêcher aux gens d'utiliser toute l'encre présente dans mes cartouches, j'en mettrai moins. Parce que même si c'est peut-être pas très coûteux de fabriquer de l'encre, ça fait toujours un peu de production en moins. Ça fait des cartouches un poil plus légères, si elles sont un poil plus légères, c'est un poil moins cher à transporter jusqu'au distributeur. Je me dis quel est l'intérêt de s'y prendre comme ça. Je trouve ça assez curieux. En plus, les cartouches d'encre, ça s'achète pas comme, je sais pas, une canette de coca, où on achète 33 centilitres, ou bien on achète une bouteille d'1,5 litre. En fait, on achète la promesse d'imprimer un certain nombre de pages. Donc en fait, d'ailleurs d'une marque à l'autre, les volumes ne seront pas les mêmes, c'est indiqué sur l'emballage, mais en fait on s'en fiche. Et d'ailleurs je crois que le nombre de pages promis correspond à un standard. Donc je vois pas l'intérêt qu'il y aurait à choisir l'option on met beaucoup d'encre, mais on empêche de l'utiliser, par rapport à l'option plus simple qui consiste simplement à réduire le volume des cartouches. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport les deux reproches qui sont faits à Epson. Parce que surtout sur les imprimantes pas chères, en fait le modèle économique consiste à se rattraper sur le prix de l'encre. C'est comme les cafetières avec les capsules. Et donc dans cette perspective, je me dis mais quel est l'intérêt de celui qui se fait des sous sur les cartouches de saboter les imprimantes que vous aurez vendues, sinon à perte, du moins avec des marges minimales. Alors il y a une objection qu'on peut me faire, c'est que plus le temps passe et plus vous pouvez acheter des cartouches génériques. Parce que, étant donné que l'idée c'est de créer un modèle captif, les constructeurs d'imprimantes font en sorte que les cartouches qui ne soient pas reconnues comme les leurs ne soient pas utilisables. Et donc plus le temps passe, plus les fabricants de cartouches génériques arrivent à contourner le truc. Cela étant, si vous avez chez vous une imprimante Epson, vous pourrez toujours être l'acheteur potentiel d'une cartouche Epson. Alors même si vous avez pris l'habitude d'acheter des cartouches génériques, le jour où vous voulez faire imprimer des jolies photos, peut-être que vous privilégierez des cartouches de la marque, et le jour où vous êtes pressé et que vous ne trouvez pas de cartouches génériques dans le magasin le plus proche de chez vous, vous achèterez quand même des cartouches Epson. Alors que si votre imprimante tombe en panne, qu'en plus elle tombe en panne très vite, que vous avez le sentiment qu'elle a été sabotée, il y a de fortes chances que vous achetiez pour la remplacer une imprimante d'une autre marque. Donc du coup, c'est vrai que là, pour le coup, vis-à-vis d'Epson, les constats sont très troublants, parce qu'effectivement, on se dit c'est quoi ce truc, on n'utilise pas toute l'encre, ils prétendent qu'ils nous changent le truc gratuitement, mais c'est pas annoncé clairement, c'est même pas dans le manuel. Mais le fait est que l'intérêt économique de la démarche ne me semble pas évident. Bon, j'essaierai d'être un peu plus bref sur les exemples suivants. Un autre exemple d'obsolescence programmée qui est souvent cité concerne des téléviseurs de marque Samsung. Et il y avait une pièce dans le téléviseur qui se trouvait être installée près d'une source de chaleur, et du coup elle lâchait très vite. Et alors là aussi on peut se dire, bon peut-être qu'ils avaient fait exprès de la mettre là, mais d'après des témoignages que j'ai trouvés, il semblerait qu'il y ait eu un changement de fournisseur, parce que le téléviseur s'était bien vendu.
et le fournisseur de la pièce en question n'arrivait pas à suivre. Et celui qui l'aurait remplacé aurait fourni une pièce de moindre qualité. Et du coup, c'était peut-être une insuffisance du fournisseur ou un problème de communication entre l'industriel et son fournisseur. Et c'est une hypothèse qui me semble crédible à cause de ce que j'ai appris sur un cas qui n'a rien à voir, mais c'est dans l'industrie auto. C'est le témoignage de gens qui bossent chez Valeo, qui expliquaient qu'on leur avait commandé un alternateur sans leur préciser qu'étant donné de la façon dont serait positionnée la pièce, elle serait tout le temps exposée quand il y avait de la pluie, quand la voiture roulait sous la pluie. Et donc j'étais étonné parce que je m'imaginais que voilà, l'industrie ça devait être tout très carré, toutes les infos devaient bien circuler. En fait, malgré tout, il doit y avoir encore un côté très artisanal. Donc après, est-ce que c'était un défaut de conception pour le téléviseur ou un sabotage délibéré, il faut voir. Mais là aussi, je me dis, est-ce que Samsung, en plus, ils ne vendent pas que des télés, donc si l'acheteur d'une télé est déçu par sa télé qu'il lâche trop vite, du coup il n'achèterait peut-être pas un téléphone, peut-être pas, il ne recommandera pas la télé à un tiers. Donc en tout cas je trouvais cette comparaison avec l'industrie auto intéressante dans la mesure où ça montrait encore une fois que tout n'était pas si facile à concevoir, la communication n'était pas toujours très efficace. Ah oui, autre chose par rapport aux télés aussi, parce que j'ai vu un reportage télé il y a quelques années. Vous avez remarqué qu'en fait un condensateur de meilleure qualité, c'était la pièce imprimée, c'était pas beaucoup plus cher. Mais en fait, il ne faut pas oublier que les marges sur ce genre d'appareil sont très faibles. Alors selon une sorte de lobbyiste du secteur industriel, qui s'appelle Bernard Egel, en fait un distributeur sur la vente d'un téléviseur gagnerait 3, 4 à 5 euros, pas plus. Donc ça veut dire que s'ils gagnent 5 euros sur leur télé, en fait à l'échelle de ce qui est gagné par les différents acteurs de la chaîne, c'est loin d'être négligeable. C'est pour autant regrettable, hein. Moi je préfère qu'on fasse payer 5 euros de plus ma télé pour qu'elle dure beaucoup plus longtemps, hein. Mais il faut tenir compte que le coût est un paramètre qui évidemment entre en compte dans les arbitrages. Dernier exemple que je voudrais citer, parce qu'il est très célèbre aussi, c'est celui des ampoules. Parce que vous avez peut-être entendu parler d'une ampoule dans une caserne en Californie, une caserne de pompiers, qui fonctionne depuis plus d'un siècle. C'est génial, on se dit, une ampoule qui dure un siècle. Sauf que, elle éclaire très peu, c'est une petite lueur, et elle consomme beaucoup d'électricité. Alors apparemment c'est lié au fait qu'elle utilise un filament en carbone. Je connais pas la technique des ampoules, hein. Mais enfin si vous aviez cette ampoule chez vous, elle ne suffirait pas à vous éclairer, c'est à peine si elle pourrait rassurer votre gamin qui demande une veilleuse, et en termes de consommation électrique, ce ne serait pas rentable du tout. Et d'une façon plus générale, avant qu'on ait les ampoules à LED, il y avait une sorte de consensus qui s'était dégagé dans l'industrie, du moins dans l'industrie grand public, pour une durée standard des ampoules de 1000 heures. Et alors on dit, ah voilà, c'est une entente pour nous obliger à en acheter plus. Mais en fait, c'était une sorte de compromis entre la durée de vie des ampoules, le coût de production, et la consommation d'électricité. Et là, ce qui me fait penser que c'est crédible aussi, c'est que pour des besoins particuliers, il y avait des ampoules qui avaient une durée de vie plus longue qui étaient proposées. Concrètement, si chez vous, vous devez changer une ampoule un peu plus souvent pour faire des économies en électricité, c'est pas gênant. Bon, c'est un peu souvent d'aller chercher les l'escabeau, il faut penser à acheter l'ampoule au supermarché si jamais vous n'en avez plus chez vous, mais bon, c'est pas très gênant. Mais quand c'est la RATP, qui gère une infrastructure immense, et qui doit payer les gens pour aller changer les ampoules, ça change la donne. Or, je sais que la RATP était cliente d'ampoules qui duraient plus de 1000 heures. C'est pour dire qu'en fait, s'il y avait une demande, l'offre pouvait être présente aussi. Ce qui m'amène à penser que du coup, l'argument du bon compromis est recevable. Concernant les ampoules, vous avez peut-être entendu parler du cartel Phébus qui s'était constitué dans les années 20. Et c'est un exemple que j'ai longtemps cru crédible d'obsolescence programmée, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si on s'en tient au document qui avait été publié dans le cadre de l'enquête de la commission antitrust britannique, en fait il y avait une entente sur les prix, mais pas spécialement sur la durée de vie des ampoules. Cela étant, à mon avis, ça aurait tout à fait été possible, parce que dans le cas présent, il s'agit d'un cartel. Un cartel, par définition, ça annihile la concurrence. Alors là, j'ai passé en revue quelques exemples qui me semblent pas très convaincants, mais si au-delà, en fait, alors, disons-le clairement, si je pense que l'obsolescence programmée est un mythe, c'est parce qu'elle ne me semble pas envisageable dans un contexte de concurrence. Parce que dès lors que vous êtes en concurrence avec d'autres acteurs, vous ne bénéficiez pas d'un monopole, vous n'avez pas intérêt à saboter vos propres produits,
parce que vous risquez de décevoir vos acheteurs et parce que vous laissez un boulevard à vos concurrents. Si, à fonctionnalité équivalente, à coût de revient de fabrication équivalent, à design équivalent, vous pouvez proposer quelque chose de plus robuste avec 6 mois, 1 an, 2 ans de garantie en plus, pourquoi vous priver? D'autant que si votre appareil tombe en panne, vous n'avez aucune assurance, d'autant que si vous programmez sa panne, vous n'avez aucune assurance que le client rachète votre marque. Au contraire, s'il est déçu, il y a de fortes chances qu'il aille ailleurs. Donc d'un point de vue théorique, ça me semble indéfendable. Et apparaît-il quelques chercheurs qui sont intéressés au sujet. Je ne sais pas s'ils ont été traduits. Il y a un certain Jérémy Belot en 85 apparemment et un Paul Grout, je ne sais pas comment on prononce, qui s'est intéressé à la question en 2005. Et alors je voudrais bien insister sur un point, c'est que je ne cherche pas à faire passer les industriels pour des philanthropes. C'est-à-dire que leur vocation, c'est de faire du profit. Hein. Mais je pense que c'est précisément en raison de cette vocation-là que, de toute façon, ils n'ont pas intérêt à mettre en œuvre une stratégie d'obsolescence programmée. Sauf situation de monopole ou entente, cartel, où à ce moment-là, ils pourraient éventuellement réduire la durée de vie des produits dans une démarche complètement équivalente à celle qui consiste à s'entendre sur les prix. Mais hors verrouillage de la concurrence, avec forte barrière à l'entrée et situation de monopole, ça me semble inenvisageable pour des questions d'intérêt économique des boîtes. Et puis, ah oui, pour finir sur l'aspect mituralité, l'argument de la mort qui tue, en quelque sorte, c'est l'argument d'autorité. C'est-à-dire que moi, je peux être suspect d'avoir de la sympathie pour l'industrie en général. Je ne suis pas spécialement décroissant, mais même Serge Latouche conteste l'idée qu'une telle stratégie soit mise en œuvre. Serge Latouche, c'est un petit peu le pape de la décroissance. Et récemment, dans un article publié sur Mediapart, il disait « Les lobbies industriels n'ont pas tout à fait tort de prétendre que l'obsolescence programmée, entendue dans le sens d'un complot ou d'un sabotage, n'existe pas. » Donc si même Serge Latouche, qui est décroissant, le dit, ça crédibilise mon propos, je pense, même si c'est un peu facile comme argument. Bon, je ne sais pas si je vous aurais convaincu que c'était un mythe, mais en admettant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ce mythe est si populaire. Je vous ai dit tout à l'heure, 75% à 90% des Français, selon les sondages, sont convaincus que ça existe. Alors j'ai formulé quelques hypothèses qui me satisfont qu'à moitié, parce que je trouve vraiment fascinant qu'il y ait une telle unanimité pour propager cette légende urbaine. Enfin, encore hier, avec le rapport sur les collants, franchement, les collants, mais ça a été repris avec une servilité par les médias, alors que franchement, que les collants moins chers durent moins longtemps et que les collants plus chers durent plus longtemps, c'est quand même pas très étonnant, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'idée d'un sabotage. Alors, la première explication que je trouve, c'est la conviction qu'en fait l'obsolescence programmée, ce serait bon pour l'économie. Et paradoxalement, en fait, vous avez des gens qui sont détracteurs du phénomène, qui sont convaincus que c'est bon pour l'économie. Ça les conforte dans leurs opinions quand, par exemple, ils sont partisans de la décroissance, mais ils le regrettent, mais ils pensent que ça peut être bien pour la croissance en tout cas, sinon pour l'économie. C'est vrai qu'on a tendance à confondre les deux. Et alors on a redécouvert a posteriori un certain Bernard London, un agent immobilier new-yorkais, qui avait plus ou moins théorisé l'obsolescence sinon programmée, du moins planifiée, c'était dans les années 30. Et étant donné la crise que traversaient les États-Unis, il s'était dit, on devrait jeter les produits au bout d'un certain temps. Et il faudrait que l'État l'impose. Donc vous auriez acheté un fer à repasser et on vous aurait dit, dans 10 ans vous nous le ramenez, sinon vous payez une amende. Et c'est une idée pour faire tourner la machine économique. Et soit dit en passant, il y a au moins un domaine où ça a été mis en œuvre en France, c'est l'automobile, avec les primes à la casse dans les années 90, reconverties aujourd'hui en primes écolo. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'aider à renouveler le parc dans le but d'avoir des voitures moins polluantes. Mais dans les années 90, avec Balladur et Juppé, le but c'était vraiment de soutenir l'industrie auto. Que pour telle ou telle raison, c'est bon de soutenir l'industrie auto. Mais c'est à mon avis un des rares exemples où vraiment, on me dit voilà, il vaut mieux détruire les anciens produits. Et alors, cette thèse de l'idée que détruire serait bénéfique pour l'économie, elle a été critiquée entre autres par Frédéric Bastiat. Frédéric Bastiat, c'est une gloire du libéralisme français. C'est pas forcément très bien vu ici, mais c'est dit dans le cas présent, je pense que le propos ne devrait pas trop vous chagriner.
C'est à la fin du 19e siècle, il avait publié un petit pamphlet, voilà, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Et le premier chapitre, c'est une espèce de petite fable où, avec le... Ah oui, là, il y a les pétitions de chandelle, c'est un texte très fameux, mais celui auquel je pense pour le moment, c'est le sophisme de la vitre cassée. C'est-à-dire que Frédéric Bastiat imagine un père de famille, son gamin joue avec un ballon, il casse la vitre. Ah bah mince, il faut changer la vitre. Et vous avez une voisine qui se dit « Ah ouais, mais il faut bien faire vivre les vitriers ». Ça, c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, pour reprendre le titre du bouquin, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, c'est que si le propriétaire de la maison n'avait pas eu à faire changer sa vitre, il serait peut-être acheté de nouveaux souliers. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc il aurait permis peut-être aux cordonniers de prospérer, et surtout, en définitive, il se serait retrouvé avec une vitre et des souliers, au lieu de se retrouver seulement avec une vitre. Et Frédéric Bastiat résume ça avec 3 formules. Il dit « La société perd la valeur des objets inutilement détruits. Casser, briser, dissiper, ce n'est pas encourager le travail national, et destruction n'est pas profit. » Après, si on veut vraiment discuter au fond de l'enjeu économique, il faut tenir compte de ce qu'on appelle, je crois, le multiplicateur keynésien, des vertus potentielles d'une politique de relance. Mais l'idée que ça profitera à l'économie, c'est quand même très contestable. Alors, autre explication pour expliquer la popularité de la thèse de l'obsolescence programmée, c'est la conviction, mais assez universelle, que c'était mieux avant. Et c'est vrai dans tous les domaines, on s'imagine toujours que c'était mieux avant. Et parfois de façon caricaturale. En préparant l'exposé, j'ai regardé un peu tous les commentaires qu'on trouvait sur la toile, et j'ai vu un tweetos qui disait « J'attends 2 ans maintenant pour juger d'un téléphone, que ce soit un Apple, un Huawei, ils ont tous maintenant des batteries avec de l'obsolescence programmée. » Sauf que des batteries sans obsolescence programmée, ça n'a jamais existé, parce qu'on n'a jamais su faire jusqu'à maintenant. Et au contraire, là pour le coup, les batteries c'est encore loin d'être parfait, mais c'est quand même beaucoup moins pire qu'avant, si on peut dire. Donc c'est caricatural, hein. Mais bon, j'ai trouvé ça amusant. Ouais, ces tirs sont vraiment généralisés. Enfin, moi, quand j'écoute mes parents, mes grands-parents, mais enfin, je les rejoins aussi. Enfin, le frigo, par exemple, qui datait des années 80 et qui marche encore à la maison, dans notre maison de campagne, il y a 20 ou 30 ans, il marche encore et on dépense certes moins cher, enfin, le prix de l'électroménager coûte moins cher maintenant, mais ça dure 5-10 ans. Ça, je vais y venir un tout petit peu, parce que avant de me demander si vraiment le truc dure moins longtemps, je te rappelais que déjà dans les années 60, en fait, il y avait cette impression-là, à tort ou à raison, je ne sais pas. Et je voudrais faire remarquer que quand on se pose la question, on est influencé par différents biais. Déjà des biais liés à l'enfance, parce que les représentations qu'on a enfant ne sont pas les mêmes que celles qu'on a adultes. Et puis quand on est enfant, en fait, on imagine que tout vient de l'éternité en quelque sorte. Si vos parents achètent un nouvel appareil quand vous avez 5, 6, 7 ans, vous avez l'impression que ça remplace quelque chose qui était là depuis toujours. Et le toujours d'un enfant de 5, 6, 7 ans, c'est pas le toujours que, comment dirais-je, c'est tout autre chose que quand on a un peu de bouteille. Ça, c'est le premier biais. Et l'autre biais, qui peut être le biais pour certains frigos, c'est le biais du survivant. C'est-à-dire que quand on voit un appareil qui marche depuis 10, 20, 30 ans, on oublie qu'en fait, il y a des tas d'appareils produits il y a 10, 20 ou 30 ans qui, eux, ont disparu. Sans quoi, les vieux frigos, on en verrait de partout. Donc ça, c'est les biais. Et ensuite, quand on veut faire des comparaisons, en fait, c'est très difficile parce qu'il y a notamment le cas du prix qui entre en jeu, et effectivement, ça biaise les choses, parce que si... peut-être que si aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure les frigos sont vraiment étaient vraiment plus solides hier, peut-être qu'aussi ils coûtaient beaucoup plus cher au regard des moyens qu'on a, peut-être. Pour finir avec les éléments qui rendent les comparaisons hasardeuses, donc il y a le prix, les fonctionnalités au sens où effectivement les frigos d'aujourd'hui, ils font par exemple, ils consomment moins d'électricité que ceux d'hier. Vous avez les normes aussi qui peuvent changer. Alors j'ai entendu dire, mais sans trouver de détails là-dessus, que les gaz qu'on utilisait aujourd'hui pour les frigos avaient une incidence sur leur durée de vie. Ça, j'ai pas réussi à trouver des précisions, mais je sais que dans un tout autre domaine, c'est en application d'une directive européenne qui est le règlement REACH, qui est censé protéger l'environnement, les soudures sont aujourd'hui moins solides que celles d'autrefois. Donc là, il y a les normes qui peuvent jouer, et puis il y a l'utilisation. Parce que je sais que en fait, les frigos aujourd'hui, étant donné les habitudes des ménages, on les ouvre, on les ferme beaucoup plus. Mais c'est de l'ordre de... Je ne me souviens pas de la statistique, mais c'est genre en 20 ans, on les ouvre 20 fois... il y a 20 ans aujourd'hui, on les ouvre 20 fois plus. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi beaucoup plus sollicités.
c'est pour dire que les comparaisons sont difficiles. Et alors, est-ce que les produits durent vraiment moins longtemps qu'avant? En fait, je sais pas trop, parce que j'ai commencé à chercher des études sur le sujet, et celles qu'on trouve le plus s'intéressent à des périodes de temps relativement courtes. Moi, ça m'intéresse pas de savoir si ça a beaucoup changé en 5 ans, enfin, c'est intéressant dans l'absolu, mais ce qui m'intéresse, c'est d'une génération à l'autre. Et le peu de trucs qu'on trouve, en fait, sont, comment dire, assez peu étayés finalement. Et je crois que la chose est tellement brouillée par la représentation qu'on a, que finalement on a peu d'éléments très solides, mais bon, j'ai peut-être pas assez cherché non plus. Hein. Mais du coup, oui, je suis désolé, c'est un peu frustrant parce que j'ai pas de réponse catégorique sur le sujet. Mais on pourrait se dire, est-ce que, puisqu'il n'existe que des études depuis assez récemment, est-ce que c'est pas aussi parce que depuis récemment on s'aperçoit que les objets durent moins longtemps? C'est possible, mais en même temps, j'ai vu que dans les années 60, on avait déjà ce sentiment-là. Okay, ouais. Par contre, il y a un truc qui me semble être clair et dont tu parlais il y a un instant, c'est que, alors je sais pas si les produits sont beaucoup moins solides qu'avant, par contre ils sont beaucoup plus difficiles à réparer. Ça c'est sûr, pour 2 raisons. D'abord à cause de la façon dont ils sont fabriqués. Il y a beaucoup plus de colle, on colle plutôt qu'on visse, on met des pièces uniques plutôt qu'un assemblage. Et alors ça a des avantages, hein. C'est moins cher, parfois ça évite certaines fragilités, parce qu'une vis ça suppose de faire un trou ça fragilise la chose. Du coup vous pouvez faire à caractéristiques et fiabilité équivalente quelque chose de plus léger, enfin ça a des avantages. L'inconvénient c'est qu'effectivement quand il faut réparer, il y a le design qui peut jouer aussi, lié au nouveau processus de fabrication, parce que du coup on fait des formes parfois plus complexes. Mais si les formes sont plus complexes, ça peut être plus compliqué à réparer aussi. Avec les voitures, exactement, parfois pour changer une ampoule, il faut tout démonter. Mais bon, c'est joli. Lié à l'optimisation des processus de fabrication, mais lié seulement en partie, il y a le fait que, en fait, on est un pays riche. On est un pays riche parce qu'on a accumulé du capital productif, parce qu'on a une économie productive. Mais la contrepartie, c'est que la main-d'œuvre est très coûteuse. Donc si on ne répare pas les produits, c'est parce que techniquement c'est plus difficile à faire, mais c'est aussi, surtout parce que c'est plus rentable. Et si c'est plus rentable, c'est en fait en quelque sorte le revers de la médaille par rapport à la chance qu'on a de vivre dans des conditions meilleures qu'en Afrique. Et alors la fabrication à la chaîne, ça va vite, mais donc c'est peu coûteux en main-d'œuvre. Mais quand vous avez une panne, c'est à chaque fois du cas par cas, il faut quelqu'un pour démonter, ça prend du temps, et ça explique en grande partie qu'on ne répare pas, parce que quand on vous dit que réparer c'est au-delà de 30% du prix neuf, vous commencez sûrement à vous poser pas mal la question, 50% vous dites est-ce que c'est vraiment la peine, j'aurai ma garantie et tout. Donc quand plus vous rapprochez du prix d'un neuf, plus vous dites que c'est pas la peine. Et quelque chose d'assez significatif, c'est que les recherches sur obsolescence programmée sont très présentes en Europe, en Amérique du Nord, mais pas du tout sur Internet, j'entends, mais pas du tout en Afrique. Et c'est logique, parce que voilà, au contraire, en Afrique, eux, ils ont peu de, comment dirais-je, c'est une économie moins développée, et là, du coup, au contraire, ils vont beaucoup plus, enfin, la main-d'œuvre est moins coûteuse, et moins industrialisée. Voilà, du coup, c'est complètement inversé. On parlait tout à l'heure aussi de l'importance de l'électronique dans les produits. Ça les rend plus difficiles à réparer, mais ça fait aussi qu'on comprend moins ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est devenu obscur tout ça. C'est-à-dire quand c'était de la pure mécanique, même si on ne savait pas faire, on pouvait un petit peu comprendre. Et ça crée une suspicion. Et donc je pense que c'est aussi une explication de cette idée que tout serait saboté dans les usines, c'est qu'en fait ça nous échappe maintenant, on ne comprend plus comment ça marche. Et d'ailleurs j'ai trouvé assez significatif que la figure de proue de l'association HOP, qui donc prétend lutter contre l'obsolescence programmée, elle est intervenue dans un débat à Sciences Po auquel j'ai assisté il y a quelques jours, et elle a expliqué qu'au-delà de son combat consistant à déposer des plaintes contre Apple et Epson, elle voulait reprendre le contrôle sur la technique. Alors je ne sais pas comment elle va faire, mais je comprends cette défiance, cette suspicion, et je pense que ça contribue à expliquer le phénomène et cette propagation du mythe. La complexité croissante des produits. Enfin, ensuite, évidemment, il y a la frustration des consommateurs. Quand voilà, on veut toujours le beurre et l'argent du beurre, ça c'est bien normal. Quand votre appareil tombe en panne, vous êtes déçu, vous n'avez pas envie d'en racheter un, ça vous coûte cher, ça c'est tout à fait normal. Mais combiné à ça, il y a une certaine paranoïa. Il y a l'idée qu'on est souvent enclin à se placer en victime et à s'imaginer que les malheurs qui nous arrivent nous sont plus ou moins volus. Et concrètement, c'est la conviction que, comme par hasard, votre appareil est tombé en panne juste après la fin de la garantie.
Sauf qu'en fait, si vous voulez vraiment faire tomber en panne un appareil juste après la fin de la garantie, c'est vraiment pas facile. Alors, dans le cas d'un appareil connecté, là c'est facile effectivement. Il suffit comment dirais-je, d'installer un logiciel et qui vous lance un virus ou vous bloque l'appareil à une date donnée. Mais en pratique, la plupart du temps, déjà, vous savez, quand vous fabriquez le produit, vous savez à quelle date il sort de votre usine, vous ne savez pas à quelle date il est acheté. Parfois ça peut rester des mois chez le distributeur. Donc, comment vous faites? Ensuite, vous ne savez pas quel usage va être fait du produit. La machine à laver qui est utilisée par un célibataire une fois par semaine, ou celle qui tourne tous les jours, voire plusieurs fois par jour dans une famille, forcément elle a des chances de tomber en panne ou des risques de tomber en panne plus vite. Donc en réalité, programmer les pannes, c'est pas si évident. Et du coup, en fait, la plupart des industriels, ils font un calcul de rentabilité par rapport à la garantie et à l'espérance de vie qu'ils essayent de donner à leurs produits. Et si par exemple, ils font en sorte que le truc soit censé durer 10 ans, ils savent que même si le truc est conçu pour durer 10 ans, quand on va se rapprocher des 10 ans, il y aura de plus en plus de pannes. C'est un peu dans la nature des choses. Et du coup, s'ils s'amusent à programmer une garantie, ou ça peut être l'inverse, s'ils cherchent à faire un truc qui va juste durer 2 ans, ils ne pourront pas éviter qu'il y ait un plus grand nombre de pannes qui arrivera juste avant. Et du coup, s'ils ne veulent pas perdre trop d'argent pour des simples raisons statistiques, avec les produits qui vont leur revenir, ils seront obligés en fait de concevoir les choses avec une espérance de vie beaucoup plus importante que la durée de garantie. Et enfin, lié à ce que je viens de dire, à cette idée que nos malheurs ont forcément été voulus, il y a une sorte de préjugé constructiviste qui explique cette fois, à mon avis, l'obsolescence programmée. C'est-à-dire qu'on va assez facilement s'imaginer que de tout en haut tout en haut dans les bureaux d'études jusqu'à l'utilisation qu'on fait du produit, tout est contrôlé, tout est planifié de façon consciente, tout est bien préparé, alors qu'en fait ça reste relativement artisanal, comme je vous disais tout à l'heure, avec le fournisseur d'un alternateur pour une voiture qui n'est même pas informé du fait que la pièce sera exposée à la pluie. Et en fait cette idée que... D'ailleurs, oui, je voulais vous citer Bainville à l'occasion, puisqu'il disait que tout avait toujours très mal marché. Je ne sais pas dans quel contexte, ça m'intéresserait de retrouver le contexte de la citation, mais en fait, il y a un ordre dans le monde, mais c'est pas un ordre rationaliste. Et on est assez enclin à croire le contraire, et c'est ce qui nourrit d'une façon générale, je pense, les théories conspirationnistes, et j'aurais tendance à classer l'obsolescence programmée parmi les théories conspirationnistes, avec ceci de particulier. C'est un conspirationnisme très très consensuel, puisque l'obsolescence programmée, donc depuis 2015, c'est dans la loi. Ça a été entré dans la loi à la faveur d'un amendement, un projet de loi, mais avec la bénédiction du gouvernement par la voix de Ségolène Royal. À l'époque, c'était vraiment passé comme une lettre à la poste. Il n'y a aucune réserve. J'ai lu le compte-rendu officiel du débat en commission au moment où l'amendement a été adopté. Il n'y a eu aucune réserve pour dire en pratique ça n'existe pas. Et puis par ailleurs, au moment de la campagne présidentielle, les politiques ont été amenés à s'exprimer sur ce sujet, interrogés, je crois, par 60 millions de consommateurs, ou que choisir, il faudrait que je vérifie. Et vous avez François Fillon, par exemple, qui disait « L'obsolescence programmée est une atteinte grave aux droits du consommateur », Nicolas Dupont-Aignan, « Il faut lutter beaucoup plus fermement contre l'obsolescence programmée », Marine Le Pen, l'obsolescence programmée est un obstacle majeur à la protection de notre environnement. Emmanuel Macron était à peine plus prudent. Il avait concédé quelque chose au début. Le progrès technique et l'évolution des normes, par exemple en matière environnementale, induisent inévitablement une obsolescence des produits anciens. Il faut cependant lutter contre une obsolescence programmée, et ainsi de suite. Donc voilà, tout le monde dénonce le phénomène, et je pense que ça a quelques effets pervers. Pour quelques raisons. D'abord parce que si votre produit tombe en panne, vous êtes convaincu qu'il a été programmé pour tomber en panne, vous serez peut-être moins enclin à chercher à le réparer. Alors j'ai un exemple caricatural à vous donner, mais j'ai vu sur Twitter il y a quelques jours un type qui disait j'ai mis à jour mon téléphone, je peux plus appeler, c'est de l'obsolescence programmée, il est mort. Voilà, c'est quand même un peu gros quoi. Il y avait soit eu un bug dans la mise à jour, soit l'interface avait changé et du coup il était un peu paumé. Mais bon, là c'est vraiment caricatural. Cela étant, si au moment où on survient la panne, on part avec l'idée que c'est foutu, on va pas chercher à réparer les choses. Par rapport à la panne qui survient et dont on s'imagine qu'elle relève nécessairement de l'obsolescence programmée, je voudrais quand même envoyer une petite pique contre l'association HOP.
parce que dans un reportage diffusé sur France 2 il y a quelques semaines à propos des imprimantes, alors il vous expliquait l'histoire du tampon absorbeur qui bloque, qu'Epson veut absolument vous faire changer. Et vous aviez un sympathisant de l'association qui explique, qui montre l'écran de son ordinateur où il y a marqué prenez contact avec le SAV, une pièce doit être changée. Alors l'association contestait que la pièce soit usagée. Et c'est vrai qu'on a vu qu'on pouvait quand même, en piratant, on pouvait continuer à l'utiliser. Mais le type, il commente le message comme quoi il faut changer le tampon en disant c'est faux, cette imprimante n'est pas en fin de vie. Donc il assimile nécessité de changer une pièce à fin de vie de l'imprimante. Donc plus on a cette idée en tête, moins on sera enclin à chercher à réparer les choses, à mon avis. Par ailleurs, on sera peut-être moins enclin à veiller à l'entretien. Or, j'ai trouvé ce chiffre intéressant, mais pour les fers à repasser et les cafetières, c'est pas très sexy, mais ça peut être utile. Il semblerait que 70% des pannes soient dues à de l'entartrage. Donc ça veut dire qu'il suffirait d'un peu d'entretien pour les éviter. Et par ailleurs, il y a le choix au moment de l'achat qui compte. Et il y a quand même des marges de manœuvre qui existent. Bon, il y a certaines boîtes d'ailleurs qui se sont emparées du créneau. Seb, Michelin, ils misent beaucoup sur des produits censés être plus durables. Mais l'offre ne rencontre pas toujours son public. Je sais que Maped, qui fabrique des compas, des rapporteurs pour du matériel scolaire, ils avaient lancé une offre qui se voulait plus qualitative. Quelque chose qui aurait pu être gardé par les écoliers plusieurs années, mais ça n'a pas marché. Et par ailleurs, nous-mêmes, en tant que consommateurs, en fait, on a quand même un certain pouvoir. Je m'intéresse peut-être aux ordinateurs plus portables plus qu'à d'autres produits. Du coup, je me rends compte des possibilités qui nous sont offertes. C'est-à-dire, si vous piochez dans les gammes pro, qui en fait ne sont pas du tout réservées aux entreprises, que vous pouvez acheter comme tout un chacun, vous pouvez trouver du matériel qui est réputé plus fiable, un peu moins difficile à ouvrir qu'un matériel dit grand public. Et vous pouvez même trouver les manuels de démontage. Pour la gamme pro de Lenovo, sur internet vous avez les manuels de démontage de tous les appareils. Donc c'est pour dire que si on est prêt, enfin si on privilégie la réparabilité et l'évolutivité des machines, dans certains cas, l'offre existe. Simplement elle intéresse peu les gens. Et par ailleurs, je pense qu'aussi l'évolution de l'offre est fascinée aussi par nos attentes. Les ordinateurs ils sont de plus en plus fins. C'est joli, mais c'est quoi l'intérêt ? Moi, le fait que mon ordinateur soit léger, ça m'importe. Parce que je veux pas qu'il pèse trop sur l'épaule quand je dois le trimballer. Mais en fait, la finesse, à part pour la beauté de l'objet, je vois pas l'intérêt. C'est joli, mais apparemment, c'est ce que le public demande, même dans les entreprises d'ailleurs. Donc c'est pour dire qu'en fait, on a une incidence directe par nos propres préférences sur ce qui nous est proposé. Et un exemple aussi quand on nous dit que... Parce que bon, le fait est qu'en fait les torts sont partagés entre industriels, médias, consommateurs. Mais on insiste tellement sur les torts des industriels que pour ma part, ce soir, j'ai envie d'insister sur la liberté qu'on a. Et alors on nous dit, ouais, mais avec le marketing, ils peuvent nous faire avaler tout et n'importe quoi. Bah, un contre-exemple, les téléviseurs 3D. Parce qu'on avait eu, donc il y avait les télé à tube cathodique, après on est passé aux écrans plats HD Ready, aux écrans plats Full HD, et puis... l'étape d'après, ça semblait être la télé 3D, mais ça n'a pas pris. Ce n'est pas faute de nous faire de la réclame autour de tout ça. Dans les journaux, on vous disait, voilà, c'est la nouvelle étape, tout le monde va s'équiper. Ben non, ça plaisait pas aux gens d'avoir des lunettes chez eux, c'est pas convivial. C'est pour dire que si les gens n'en veulent pas, on a beau faire toute la publicité qu'on veut, ça ne marche pas. Et de ce point de vue-là, je veux dire que j'ai trouvé pas trop mauvais le discours d'Édouard Philippe pour annoncer la feuille de route sur l'économie circulaire, parce qu'il a précisément insisté sur la responsabilité du consommateur, en disant de même que gouverner c'est choisir, consommer c'est choisir, et c'est même gouverner un peu. Et donc son idée, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnera en pratique, mais c'est de donner plus d'informations pour faire des choix éclairés. Et bon, on verra bien ce que ça donne, mais en attendant, pour conclure, je pense qu'au mieux combattre l'obsolescence programmée ne sert à rien, et au pire, bah, ça nuit carrément à l'environnement, étant donné que ça nous détourne de nos responsabilités. Voilà. On est juste à l'heure pour le match. Merci. J'ai plusieurs questions. Ouais, je t'en prie. La première, je vais me faire l'avocat du diable, puisque c'est très bien. Comment dire, enfin, j'estime que la concurrence pure et parfaite n'existe pas, que contrairement à la théorie libérale, l'homme n'est pas un pur agent rationnel, mais qu'il est aussi parfois guidé par des instincts irrationnels, et que de fait, voilà, il y a tout ça. Et tu disais par rapport au... Voilà, c'est ça. Les entreprises, si elles suivaient cette stratégie, elles décevraient une clientèle
qui n'irait plus chez elle. Sauf que, pour faire le parallèle avec la politique qui nous intéresse beaucoup, les partis politiques déçoivent les Français élection après élection, et pour autant, les Français se fournissent toujours chez le même crémier. Donc il y a cette forme d'oubli, même 1 an ou 2 ans après, qui fait qu'on y retourne quand même si on sait qu'on va y passer un sale quart d'heure. Donc voilà, ce côté accorder trop d'importance et peut-être trop de comment dire, le mirage de la rationalité, faire trop confiance à cette rationalité, est-ce que c'est pas aussi voilà, voir Je vois pas ta question. ma question c'est est-ce que dire que l'obsolescence programmée n'existe pas parce que ce n'est pas rationnel, est-ce que justement le fait de dire que cette rationalité n'existe pas ne prouverait pas qu'il est possible qu'il y ait cette obsolescence programmée? C'est un discours par l'absurde. Pas du tout. Parce qu'après, la rationalité... Enfin... En fait, ce que Grégoire nous dit, c'est que l'obsolescence programmée ne peut pas exister puisque c'est pas intéressant du point de vue du constructeur ou de... Voilà. Parce que le faisait, tous les autres exactement. Sauf que ça supposerait que tout le monde soit dans une... fasse de l'obsolescence programmée. Non, ça supposerait que tout le monde soit dans une logique hyper rationnelle. Alors pour aller Sauf que ça n'existe pas. En fait, pour aller un petit peu dans ton sens, c'est-à-dire que je pense que pour les entreprises, enfin ça me semble clair que leur intérêt c'est de faire du profit. Et donc, si elles peuvent tirer un avantage concurrentiel à un moment ou à un autre, je pense qu'à long terme, au moins, elles le feront. À court terme, c'est vrai que parfois, il y a des sortes de consensus sur les choix techniques, etc., qui sont assez décevants et qui peuvent un peu aller dans le sens que l'idée que la concurrence n'est pas toujours aussi stimulante qu'on pourrait. Mais ceux qui sont pas rationnels, par contre, c'est les consommateurs. Et ils le sont d'autant moins qu'ils ne sont pas forcément bien informés. Parce qu'en fait, le gros problème, je n'ai pas voulu non plus entrer dans tous les détails, je voulais concentrer vraiment sur le cœur du sujet pour dire, ah là, c'est un mythe. Mais le fait est qu'en fait, l'information d'un côté et de l'autre est loin d'être complète. C'est-à-dire que le consommateur, en admettant qu'il veuille vraiment consommer de façon rationnelle, sans que l'affect entre en compte, s'il veut vraiment faire un calcul pour savoir qu'est-ce qui est le plus rentable pour lui, en fait, c'est très difficile à faire, ne serait-ce parce que quelle assurance il a que son produit durera 10 ans? Aucune. Donc c'est très difficile, et même du côté du constructeur en fait, il n'a aucune assurance que s'il donne des prescriptions pour bien utiliser le produit, bien l'entretenir, il n'a aucune assurance non plus que le consommateur les suive. Donc en fait c'est vrai que pour que la rationalité soit vraiment à l'œuvre, en plus il faut l'information. À supposer qu'elle puisse vraiment être mise en œuvre, il faudrait une information qui de toute façon n'est pas disponible, et ça c'est vrai. Et je sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Alors j'avais d'autres questions, je me permets. Donc il y a cette loi qui combat et condamne l'obsolescence programmée. Bon, il va y avoir 2 plaintes, c'est ce que tu nous as dit. Oui, il y a 2 enquêtes en cours. Bon, d'après ce que tu nous dis, ça n'aboutira pas puisque ça n'existe pas. Ça dépendra de la jurisprudence. Je raisonne par l'absurde. Mais gouverner c'est prévoir. Dans l'hypothèse où un jour il y a véritablement un complot entre industriels ou producteurs pour s'entendre sur la qualité et y mettre un terme dans l'optique d'un enrichissement, voilà, cette loi elle aurait un intérêt quelque part. Après, j'ai tendance à penser qu'on aurait... Elle ruinerait la logique concurrentielle. Parce que je serais tout à fait d'accord pour réprimer ce genre de pratique, le cas échéant. Mais en fait, j'ai tendance à penser que ça pouvait être fait avec la loi sur la tromperie avant. D'accord. Donc j'ai tendance à y voir simplement une loi d'affichage et que je trouve pas très saine, mais c'est pas catastrophique non plus, à cause du côté, voilà, on oublie qu'on a quand même des choix à faire. Mais en soi, oui, l'idée que si de telles pratiques avaient lieu dans le cadre d'une entente typiquement ou d'un monopole, ça me semblerait assez sain effectivement de les réprimer. Et je suis assez largement sur l'idée qu'il y a quand même une forme de conspirationnisme derrière cette idée d'obsolescence programmée. Je pense que notre critique du capitalisme, puisqu'on est quand même assez critique du capitalisme, elle pourrait vraiment se passer de cet argument, puisqu'on en a de nombreux des arguments. Et on pourrait par exemple pointer les gaspillages qui sont nombreux, même dans le secteur alimentaire, puisque je crois que plus d'un tiers des productions agricoles ne vont jamais sur l'assiette des consommateurs. On peut aussi, tu parlais des marchés captifs, il y a cet aspect-là, il y a aussi
les consommateurs qui effectivement sont dans la frénésie de la consommation et qui réfléchissent pas toujours à ce qu'ils achètent. En fait, il y a des tas de produits qu'on jette, non pas parce qu'ils tombent en panne, mais parce qu'on veut en changer aussi. Donc, tu as vu que tu as la PlayStation 4 qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Et donc, quand tu es propriétaire de la PlayStation d'avant, qui est la PlayStation 3, donc tu vas à Micromania, on te dit oui, on va bientôt fermer tous les serveurs, tout ça. Ça c'est un truc dont j'ai pas parlé, mais qui est Est-ce que ça peut être une forme d'obsolescence programmée, parce que finalement tu achètes un produit avec le principe de devoir jouer en ligne, pour la plupart des jeux vidéo maintenant c'est comme ça, et que du jour au lendemain tu ne pourras plus jouer en ligne avec ton outil, et que tu seras sur le principe même d'être avec l'obligation pour jouer en ligne de prendre un nouveau produit. Et je me demande si on va pas venir à un système où les constructeurs devront se rengager sur le temps pendant lequel ils continueront à maintenir un service. Parce qu'en fait, plus on va aller vers des objets connectés qui vont fonctionner en communication avec un serveur, plus le problème va se poser. Là, en préparant le truc, j'avais vu le cas, je ne vais pas faire trop de digression, du coup je n'en ai pas parlé, mais j'ai vu le cas d'une montre connectée, c'est tout con, un truc Nike pour mesurer ses performances sportives. En fait, le principe c'est que la mémoire de la montre était modeste et vous deviez transférer les infos en ligne. Comme la montre est vieille, ils arrêtent le service en ligne. Du coup, on peut continuer à utiliser la montre jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et donc, je pense que c'est, comment dirais-je, j'ai tendance à penser qu'ils n'avaient rien programmé du tout quand ils ont lancé le produit, et que maintenant ils se disent, bon, il n'y en a plus beaucoup, on les oublie, c'est pas rentable. C'est vraiment un problème. Et du coup, moi, je pense que la meilleure solution dans cette affaire-là, c'est de privilégier les solutions ouvertes. Parce que si c'est plus un logiciel propriétaire, on peut espérer que ça continuera toujours à marcher. Mais là, c'est vraiment un problème. Et après, là, encore une fois, j'ai du mal à croire qu'ils fassent ça dans l'espoir de vendre des nouveaux produits. Parce que, franchement, le type qui a sa montre Nike, bon, la PlayStation c'est un petit peu différent parce que là il y a vraiment une grosse nouveauté, un gros intérêt, il n'y a pas trop de concurrence. La concurrence est relativement limitée aussi. Parce que je connais pas bien le monde des jeux vidéo. Peut-être que Xbox, PlayStation, il y a vraiment une concurrence. Par exemple, Nintendo c'est un peu un créneau différent. Donc, mais pour le cas de la montre, en tout cas, veut dire le type est tellement deck que Nike lui permet plus d'utiliser qu'il va pas racheter une montre Nike, il sera vraiment dégoûté. Mais c'est des problèmes qui vont se poser de plus en plus avec l'architecture client-serveur. Et non, c'est vraiment un problème, hein, c'est très con, la montre elle marche toujours. Et exactement pareil, je te dis pour la console qui maintenant te font des jeux en réseau, où tu vas avoir une durée de vie du jeu qui va être limitée, ce qui rallonge la durée de vie du jeu vidéo en tant que tel, c'est quand tu l'utilises sur, j'ai bien compris. Voilà, sur le net. Et une fois que tu as plus cette possibilité de l'utiliser, en fait tu te retrouves avec des choses que voilà, l'outil marche encore. Mais en fait, ça va devenir une sorte d'obsolescence annoncée. Et peut-être pas programmé au sens où ce sera. En fait, moi ce que je me dis, c'est que les constructeurs, les développeurs, etc., doivent faire des arbitrages entre combien de gens ils vont mécontenter en arrêtant le truc et combien ça va leur coûter de continuer à maintenir le truc.